Je connaissais déjà la réputation de P. Diddy. Mais au fur et à mesure de mon enquête, je me suis aperçu que ce que je savais sur lui, ce n'était que le sommet de l'iceberg. En fait, plus je creusais, plus j'ai commencé à ressentir ce que ses victimes ont dû ressentir. Et c'est bien pire que ce que j'aurais pu imaginer. Sean Diddy Combs. Major new allegations today of sexual assault and exploitation by Combs. For the first time, we are hearing about victims who say they were minors when they were allegedly assaulted by the music star. The youngest allegedly just 9 years old. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'il est peut-être l'incarnation du mal absolu. Je voulais pas faire un documentaire sur l'affaire Diddy, il y en a déjà plein. À la place, on va se concentrer sur sa psychologie vraiment obscure. Ensemble, on va plonger dans les tréfonds de son esprit tordu. Suite à mes recherches, j'ai réussi à mettre la main sur certaines des plaintes officiellement déposées contre lui. Et ce que j'ai lu est vraiment choquant. Mais je veux être clair dès le début, bien qu'il ne s'agisse que d'accusations, l'une d'elles a déjà été prouvée. Diddy a donc déjà menti sur ce qui s'est passé avec Cassie. Cassandra Ventura, ou Cassie. Diddy la signe sur son label Bad Boys Records et produit son premier album. Ils ont eu une relation ensemble pendant plus de 10 ans, qui s'est finie en 2018. Pas grand chose était connu de leur relation. En novembre 2023, sorti de nulle part, Cassie porte plainte contre lui, pour notamment l'avoir abusé physiquement et mentalement. Une décennie de souffrance. Dès le lendemain, Diddy propose un arrangement amiable pour 30 millions de dollars, évitant ainsi le procès. Puis, dans les semaines et mois qui ont suivi, d'autres victimes se sont fait connaître. Elle reproche à Diddy des faits similaires et d'autres choses malsaines. Suite à ces allégations, Diddy a fait un post sur Insta pour tout réfuter. Selon lui, ces personnes en avaient après son argent. Son message n'était pas adressé directement à Cassie, mais elle était clairement visée. Les gens essayent de détruire ma réputation et de nuire à mon image. Il n'y avait aucune preuve de ces allégations. Jusqu'en mai 2024, une vidéo est sortie. Et ça allait tout changer. On ne peut clairement pas tout montrer, mais on y voit Cassie qui s'apprête à partir de l'hôtel. Puis, Diddy sort de la chambre en courant, vêtu d'une simple serviette autour de la taille. Lorsqu'il arrive au niveau de Cassie, devant les ascenseurs, il l'attrape par les cheveux et la jette au sol. Puis, il lui envoie de nombreux coups de pied dans le corps et le visage. Le lendemain de la fuite de cette vidéosurveillance, Diddy poste une vidéo sur Insta dans laquelle il tente de s'excuser. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was fucked up. Regrette-t-il sincèrement cet acte ou est-il en train d'essayer de nous manipuler pour s'en sortir? Diddy, de son vrai nom, Sean Combs, est un rappeur, producteur, homme d'affaires puissant et influent. Il s'est hissé au sommet de l'industrie musicale. Il a collaboré avec de nombreux artistes. Une fortune estimée à 1 milliard de dollars. Mais il possède également une face beaucoup plus sombre. En réalité, il aurait développé une méthode au fil du temps pour attraper ses proies. Comme par exemple avec Crystal McKinney, mannequin. Elle porte plainte en mai 2024 contre Diddy. Il lui a promis qu'il allait l'aider dans sa carrière. Elle débute. Cela semble être une opportunité incroyable, surtout venant d'un homme aussi puissant et influent que Diddy. Elle a envie d'y croire. Un soir, Diddy invite Crystal à son studio. Un peu plus tard, il lui propose de fumer quelque chose. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que c'était pas simplement de l'herbe. Elle dit qu'elle en a assez, mais Diddy est agressif. Il insiste et la force à en consommer davantage et à mélanger avec de la boisson jusqu'au point où elle ne se sent pas bien du tout. Diddy va ensuite l'emmener dans la salle de bain. Et là, il abuse d'elle physiquement, la laissant humiliée et traumatisée. Non seulement Diddy ne l'a pas aidée dans sa carrière, il a même tout fait pour la détruire. Peu de temps après, une autre plainte est déposée. April Ambrose. Là, un schéma commence à émerger. Étudiante, elle rencontre Diddy et lui partage son rêve de travailler dans la mode. Diddy lui promet de devenir son mentor et de l'aider à percer dans cette industrie, grâce à ses nombreuses connexions. Elle utilise le terme « love bombing ». En fait, c'est une tactique de manipulation émotionnelle. Ça se définit comme une forme de contrôle psychologique visant à influencer les émotions et les comportements d'une personne, bien sûr, sans que cette personne en soit consciente. Et love bombing, ou séduction émotionnelle, c'est donc des comportements attentifs et compatissants pour gagner la confiance de la victime et la faire se sentir importante. Et ça,
C'est exactement ce que Didi a fait au début de leur relation, la couvrant de cadeaux et de fleurs afin qu'April baisse sa garde et lui accorde sa confiance. Un soir, ils sortent et malgré le fait qu'April ne boive pas, Didi insiste de manière très agressive. Elle finit par céder. Une fois rentrée à l'hôtel, April informe Didi qu'elle ne se sent pas bien. Didi l'ignore et il abuse d'elle. Plus tard, il utilise à nouveau sa tactique de séduction émotionnelle pour la lurer à nouveau dans son piège, en lui offrant des cadeaux et en faisant jouer son réseau. Étudiante, jeune et naïve, elle lui donne une seconde chance. Une fois la confiance rétablie, Didi abuse à nouveau d'elle. Cette fois-ci, dans un parking. Crois-le ou non, après ça, il aura encore réussi à abuser d'elle à 2 autres occasions, parce qu'il la menace d'utiliser son pouvoir et son influence si elle refuse de lui obéir. Ce qui nous ramène à Cassie. Didi était donc son producteur. Elle n'avait que 19 ans lorsque Didi la rencontre. Lui en avait presque le double. Et en l'espace de 2 ans, il a réussi à la séduire et entamer une relation avec elle. Cependant, il avait déjà de mauvaises intentions. Séduire quelqu'un n'est pas un mal en soi, mais Didi avait un sinistre projet pour Cassie. Déjà, il lui avait fait signer un contrat pour 10 albums. D'autres chanteuses comme Beyoncé ou Rihanna n'en ont sorti que 8. Autrement dit, il avait la carrière de Cassie entre ses mains. Il lui avait promis de lui offrir une vie de rêve. Malheureusement pour Cassie, le rêve allait bientôt se transformer en cauchemar. Il aurait exercé un contrôle total sur elle. Mais c'est encore bien pire que ce que tu penses. Didi organisait des soirées freak-offs, que lui-même appelle des FO. Durant ces soirées, il aurait forcé Cassie à prendre plein de substances. Didi engageait des escortes masculins. Il obligeait Cassie à s'enduire d'huile. Puis, il aurait forcé à avoir des relations intimes avec ces hommes, pendant que lui regardait pour son plaisir très personnel. Ces FO devenaient de plus en plus fréquentes, jusqu'à 1 par semaine. Cassie déclare que même le jour de son anniversaire, elle n'y échappait pas. Pour Didi, c'était le pouvoir absolu. De sa lingerie jusqu'à la couleur de son vernis à ongles, il choisissait tout pour Cassie. Preuve de sa toute-puissance, il exerçait une domination totale sur elle, la faisant se sentir inférieure et complètement docile, jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter son triste sort, devenant ainsi un objet, son objet, satisfaisant ses moindres fantaisies perverses et sadiques, malgré le fait qu'elle détestait ça. C'est une totale emprise psychologique qu'il avait sur elle. Souviens-toi, Didi avait énormément de pouvoir et d'influence, ce qui explique pourquoi Cassie pensait n'avoir aucune chance d'échapper à son emprise. Il a déjà ruiné la carrière d'une précédente victime, rien ne l'empêchait de faire la même chose à Cassie. Mais au-delà de sa carrière, Cassie avait aussi peur pour sa vie. Didi se serait montré de nombreuses fois abusif envers elle, verbalement et physiquement. Il a fait en sorte que Cassie le craigne tellement qu'il était impossible pour elle de lui dire non. Sa méthode, c'était donc de repérer des jeunes femmes qui débutent dans l'industrie avec des rêves plein la tête. Ensuite, leur offrir de booster leur carrière. Une fois que la confiance était installée, ils n'avaient plus qu'à restreindre leur choix, soit lui obéir et subir, ou sinon, elles pouvaient craindre le pire. Séduction, chantage, ultimatum, coup de pression, en bref, l'arsenal complet d'un véritable manipulateur. En gros, la manipulation mentale, c'est influencer les décisions ou les comportements d'une personne sans qu'elle s'en rende compte. Le but étant d'obtenir une satisfaction personnelle. Et ça, c'est clairement ce que Didi a fait. Des témoignages comme cela, il y en a encore plein d'autres. Et si tu crois que ça concerne que les femmes, tu te trompes. Lil Rod, de son vrai nom, Rodney Jones, producteur sur le dernier album de Didi intitulé Love. This is the ultimate goal. I have become love. Lil Rod dépose plainte contre lui pour des faits tout aussi dérangeants. On va y revenir, mais au-delà de ça, Didi avait aussi une relation vraiment étrange avec Usher. Alors qu'il n'avait que 13 ans, Usher a vécu avec Didi pendant plus d'1 an. And I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you New over York to City. something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn some... Flavor Camp? Yeah, Flavor that's what it was Camp. called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's going In to... the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. I Come mean, on. but hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you I seeing? went there to see the lifestyle.
Right. And I saw it, and it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. So nobody tried to, some woman didn't come along. I didn't say that. Okay. I didn't say that. What I did say is that there were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand it. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. See? Didi est par la suite devenu son producteur. Usher a-t-il subi le même genre de manipulation? Difficile de vraiment savoir sans son témoignage. Mais quelque chose de similaire s'est produit plus tard avec Justin Bieber, quand lui aussi était adolescent. So check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream, and we gonna go buck crazy. Sans contact pendant plusieurs années, Didi a commencé à questionner Justin sur cette longue absence. What's up, man? You good? I'm good. How are you? Hey, young brother, everything's good? Everything's Selling great. out arenas and everything? Starting to act different, huh? No, You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right. My Okay. number? Yeah. I'll tell you my number. On peut vraiment ressentir le malaise et la peur de Justin à ce moment-là. Normal pour un ado de cet âge face à quelqu'un comme Didi. Pas impossible non plus que Didi ait réussi à manipuler Justin d'une façon ou d'une autre. Bon, revenons à Lil Rod. Il a vécu et voyagé pendant plus d'1 an avec Didi. Il était vraisemblablement bien placé pour savoir ce qui se passait. Je pense que Didi a tenté de lui faire un brainwashing, un lavage de cerveau. En fait, c'est modifier les croyances, les valeurs et les comportements d'une personne contre son gré. J'explique. Lil Rod était hétéro et marié. Didi voulait le forcer à avoir des relations intimes avec des hommes. Selon Didi, c'était une pratique courante dans l'industrie musicale. Et pour le persuader, Didi était prêt à tout. Il lui montre des vidéos d'un célèbre producteur dont Lil Rod était fan, en train de pratiquer ce genre d'acte. Didi lui révèle que lui-même l'a fait avec un célèbre rappeur et un chanteur R&B. Mal à l'aise, Lil Rod en parle à la responsable du staff de Didi qui lui répond « Tu sais, Sean sera toujours Sean. C'est sa façon de te montrer qu'il t'apprécie. » Plus tard, Didi a tenté de refiler Lil Rod à une personne de son entourage, l'acteur Cuba Gooding Jr. Lil Rod l'accuse également du même genre de choses. Quand le lavage de cerveau ne fonctionnait pas, Didi utilisait d'autres tactiques de manipulation, comme lui proposer d'énormes sommes d'argent ou de faire jouer ses connexions pour propulser sa carrière. Et quand ça ne fonctionnait pas non plus, il restait toujours les menaces. En plus de ça, Didi aurait filmé tout ce qui se passait dans ses soirées pendant des décennies, grâce à des caméras dissimulées. Bien sûr, sans le consentement de personne. Ça rappelle une autre affaire tristement célèbre. Jeffrey Epstein, avec des méthodes bien similaires. En psychologie, on parle de triade noire de la personnalité. Lorsqu'une personne est pourvue de ces 3 caractéristiques que compose la triade noire, c'est la recette du mal absolu. Et Didi semble en être l'exemple parfait. Machiavelli. Une personne machiavélique est caractérisée par une absence de tout sens moral, d'honnêteté et d'intégrité. Le pouvoir, la richesse, le statut, Didi les avait obtenus, et il était prêt à tout pour les conserver et en abuser. Un être diabolique, manipulation et tromperie. L'intimidation, c'est une autre méthode de manipulation utilisée par Didi. Lil Rod raconte « Monsieur Combs a partagé des anecdotes incroyables sur ses plus de 30 ans dans l'industrie de la musique. Il a raconté comment il obtenait des choses par la force. Monsieur Combs s'est vanté d'avoir tiré sur une femme en pleine figure en 99 à New York et de s'en être tiré sans encombre. Il s'est vanté de sa capacité à payer les témoins par le biais d'enquêteurs privés et d'autres tiers. D'avoir laissé Jennifer Lopez, sa copine de l'époque, porter son arme dans le club la nuit de la fusillade et du fait qu'il avait tellement de pouvoir et d'influence sur elle à ce moment-là. Il s'est aussi vanté d'avoir fait porter la responsabilité de la fusillade à un membre de son entourage et de l'avoir payé, le rappeur Shyne, qui a été condamné à 9 ans de prison à la place de Didi. Il y a aussi de nombreuses rumeurs qui le lient au meurtre des célèbres rappeurs Biggie et Tupac. Bien sûr, rien n'a pu être prouvé à ce jour.
sauf pour une affaire. En 1998, Diddy et 2 membres de son entourage s'en sont pris sauvagement à Steve Stoute, un responsable du label de musique Interscope qui produisait le rappeur Nas. Steve raconte: Une minute, je suis au milieu d'une réunion et la minute d'après, je suis par terre et Puffy et ses gars me frappent à coups de pied. L'un d'eux prend une chaise et me la lance. Puis, Puffy renverse mon bureau. Ils s'en vont comme si de rien n'était. Diddy avait été arrêté et il risquait la prison. Mais étrangement, Steve retira subitement sa plainte. Tout ça en dit long sur la personnalité machiavélique de Diddy. Psychopathe, c'est l'autre caractéristique de la triade noire. Si tu regardes les termes et que tu compares avec Diddy, tu vas trouver plein de points communs. Absence de remords et de culpabilité. Manque de compassion et de sens moral. Prenons Cassie par exemple, il a toujours nié les allégations jusqu'au jour où la vidéosurveillance a fuité. Même dans sa vidéo d'excuses, tu peux clairement voir qu'il n'est pas sincère. Organiser ses actions de manière méthodique sans prendre en compte les conséquences négatives pour les autres. Au-delà de son passé violent, il avait clairement développé une méthode pour chasser ses proies, ses nombreuses victimes. Et les conséquences lui étaient totalement égales à cause de la dernière caractéristique de la triade noire. Narcissique. Le dernier point à relier pour former la triade noire. C'est la tendance excessive à se focaliser sur soi-même, à chercher l'admiration et l'attention, tout en ignorant les besoins et les sentiments des autres. Du pur Puff Daddy. Toutes les fois où il a réussi à s'en sortir grâce à son statut et son immense fortune, l'ont fait se croire invulnérable, intouchable, au-dessus des lois. C'est aussi pour ça qu'il a réussi à abuser d'autant de victimes. Et sa première controverse, c'était en 1991. Diddy organise un match de basketball pour une œuvre caritative. L'événement a lieu dans un gymnase d'une fac. La capacité d'accueil du bâtiment est de 2700 places. 5000 personnes sont venues assister à cet événement. 9 d'entre elles y ont laissé la vie. Un mouvement de panique s'est formé, les portes de secours étaient verrouillées, ces personnes sont mortes, piétinées par la foule. Diddy n'était pas à 100% responsable, mais c'est tout de même lui l'organisateur de l'événement. Diddy s'est vite fait excuser et aurait versé un total de 600 000 $ aux familles des victimes. Peut-être que ce fut un moment décisif pour Diddy. Il s'est peut-être dit, avec l'argent et le pouvoir, il devient possible de commettre n'importe quel crime et de s'en sortir. Et comme on l'a vu jusqu'à présent, il avait réussi. Maintenant, rajoute une 4e caractéristique à la personnalité dérangée de Diddy, le sadisme. C'est obtenir du plaisir en infligeant des souffrances physiques ou morales à une autre personne. Il savait pertinemment que Cassie n'aimait pas ce qu'il lui faisait faire lors de ses soirées FO. Elle lui avait clairement dit, mais ça lui était complètement égal. Il aimait la savoir à sa merci, et le fait qu'elle en souffrait ne rajoutait que du plaisir supplémentaire. Avec tout ça, tu obtiens un cocktail explosif, formant la personnalité obscure de Diddy. Un redoutable prédateur sans merci, représentant l'incarnation du mal absolu. Son ascension fulgurante n'était pas uniquement due à son talent dans la musique, mais aussi grâce à l'intimidation, au contrôle et à la manipulation. Depuis son arrestation en septembre 2024, plus de 120 autres victimes témoignent, dont la moitié sont des hommes, et 25 étaient mineurs au moment des faits. Peu importe la sentence qu'il va prendre, le mal qu'il a fait subir à toutes ces personnes ne pourra jamais être réparé. On peut s'interroger, y a-t-il encore beaucoup d'autres victimes à déplorer? Et combien sont-ils dans l'entourage de Diddy à avoir profité de ces nombreux crimes?